Désolé messieurs et mesdames, mais le montage de la dernière vidéo m'a pris un temps fou et me revoilà dans cet état là. J'en sors. Allez, finissons-en. Le top de l'année 2025 juste pour vous. Bonsoir et bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Resta Chéri. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta Chéri. Mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Ouais, mais non, mec, on s'en bat les couilles total. Ouais, non, je sais pas ce que j'ai en ce moment là, je suis excité là. Lucie, donne-moi la force. Mais en attendant, là, je dois chier parce que là, à force de la consommer, j'ai envie de la chier par les toilettes là. Allez. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta Chéri et aujourd'hui, on finit cette année avec le top de l'année 2025, ce qui est sorti de bien. Ah. Dit comme ça fait du bien quand je le dis, franchement, parce que vous n'imaginez pas par quelle souffrance est-ce qu'on est passé pour en arriver là. Ah ouais les gars, mais dites-vous là, cette année c'était catastrophique. Heureusement, on a eu des pépites qui seront citées sur cette liste, hein, je vous rassure. Mais putain, les pépites que je vous ai prises, bon, soit la plupart d'entre eux sont bien ou ok tiers, soit on a affaire à des pépites, mais qui vraiment sont sortis à travers les mailles du filet, dont un est sorti, mais vraiment des mailles du filet, hein, mais vraiment... Mais je vous en dis pas plus. Et je vais parler de cette raison pour laquelle cette année ça a été pourri tout au long à partir de l'interlude entre les séries, enfin les top 5 séries et le top 5 films. Vous allez comprendre exactement pourquoi. Et après ça, on pourra passer à autre chose et voilà quoi. En attendant, les règles sont quasiment les mêmes que celles de la vidéo précédente. À savoir, on va d'abord parler des séries, puis ensuite des films. On va d'abord commencer par celui que l'on a un peu moins aimé en début de liste. Puis plus on va monter, au travers de la grâce et des étoiles, plus on va se rendre compte de cette année, elle était plutôt bonne. Alhamdoulilah, putain, depuis le temps qu'elle voulait sortir celle-là. Ah, et aussi, petit détail très important, j'ai fait, enfin c'est vrai que j'en avais pas parlé dans ma précédente vidéo, mais j'ai fait des posts sur chaque film qui sont sortis cette année, enfin chaque. Je les ai pas tous fait non plus, mais si vous voulez des avis beaucoup plus détaillés sur les films et séries qui sont sortis cette année, enfin surtout des films, puisque j'ai pas parlé de séries dans l'onglet post de ma chaîne YouTube, et allez-y, il y a tout là-dedans, et vous saurez pourquoi est-ce que tel film ou telle série à mes yeux est autant détesté ou autant aimé à mon égard. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et attaquons-nous à la série numéro 5. Et il faut que je sorte ma liste parce que je l'ai perdue, et si je la fais pas sans... Et on commence très très fort avec une série qui est sortie un petit peu du lot, hein, même si pas trop non plus, mais en même temps elle en est encore qu'à ses débuts, et très heureux de vous apprendre que je fais partie de l'un de ses premiers fans qui, j'espère, va pouvoir suivre cette série jusqu'au bout et jusqu'à sa réussite, ou alors la voir sombrer dans le plus profond des abîmes des enfers, un petit peu à l'image de The Promised Neverland ou plus récemment Squid Game. On n'espère pas pour toi ma gueule, hein. Le numéro 5 de la liste est nul autre que Les Sentinelles, une série française immigrée par Canal+, oui, hein, eux-mêmes. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois dans cette chaîne YouTube que l'on parle d'une série Canal+. On devrait le faire plus souvent, hein, si vous voulez mon humble avis. Alors du coup, pour faire court, Les Sentinelles, ça parle d'un jeune soldat du nom de Armand, ou Yvan, enfin je ne sais plus son nom, mais voilà quoi, je vous le mettrai à l'écran de toute façon, qui s'est fait blesser au cours d'une terrible bataille issue de la Première Guerre mondiale. Car oui, nous sommes dans les années 10, et souvenez-vous, les années 10, c'était la guerre des tranchées, la der des guerres. Mensonge... juste mensonge, voilà, mensonge. De toutes les manières mensongeables possibles. Puis à la suite de ses blessures, il ne sera non pas emmené chez la médecine pour être soigné comme tout bon soldat qui lui ressemble, non, il sera plutôt amené vers une expérience scientifique qui va le conduire à subir des expériences, comment dire, qui vont le faire transformer en une véritable machine de guerre que l'on appelle les Sentinelles. Des troupes ultra sophistiquées qui sont capables de presque tout faire et sont considérées comme juste l'arme ultime de la France pour pouvoir gagner contre les Allemands. Alors je vais pas vous mentir, à mes yeux, pour moi la Première Guerre mondiale c'est vraiment un conflit très sous-coté dans le monde du cinéma et de la télévision. Parce que quand on pense à guerre, on pense souvent à la Seconde Guerre mondiale, et je pense qu'à mes yeux c'est bon, on a fait plus ou moins le tour de ce conflit. Il y a encore aujourd'hui quelques pépites qui sortent, hein, comme par exemple, comment il s'appelle ce film, La Zone d'intérêt, ouais c'est ça. Donc non seulement ça fait du bien de voir une série qui parle du conflit de la Première Guerre mondiale, pour moi c'est une partie de l'histoire qu'il faudrait un peu plus parler, mais en plus... la série est ultra qualitative. Je veux dire, en termes d'esthétique, c'est magnifique. Si ce n'est un petit détail, mais on y revient après. Les personnages sont attachants. Le conflit, on arrive à le suivre, ça va. Mais bon, en même temps, résumer la trame de la Première Guerre mondiale, c'est facile. Mais eux, ils arrivent à le faire et c'est plutôt bien. Et je précise aussi que cette série est adaptée d'une BD. Oui, c'est une BD. Pas un roman ou quoi que ce soit, non, véritablement.
une BD française et ça change un peu de voir les Schtroumpfs, Astérix et autres qui eux ont mille et une adaptations et voir une série comme celle-ci qui en plus essaie d'avoir une esthétique un peu à l'américaine mais donne un petit style qui se permet de se démarquer un peu plus et donc le rend un peu plus français. Et j'ai aussi oublié de préciser un petit détail, la femme de Armand, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça mais vas-y on va faire comme si, croit que son soldat envoyé à la guerre est mort et du coup elle va essayer de mener une enquête pour savoir si cette personne est réellement vivante ou pas et donc il va vraiment y avoir une sorte de une sorte de trame narrative divisée en deux. D'un côté notre sentinelle Yvan, Armand, on va l'appeler Armand juste parce que je sais pas, qui lui va être envoyé sur plusieurs missions un peu à droite à gauche pour pouvoir faire gagner un peu plus les Français sur les Allemands, alors que de l'autre côté t'as sa femme qui va essayer de mener l'enquête avec un bébé sur les bras à serre, mais qui va mener l'enquête avec ses talents de journaliste pour savoir exactement si son mari est encore en vie. Et ça en fait une très belle histoire et ça donne envie de voir ces deux-là se retrouver. Et ça rend que la série encore plus captivante. Ajoute à ça 2-3 personnages secondaires très intéressants, comme par exemple la scientifique qui est de plus en plus attachant au fil des épisodes, là où au début t'avais juste l'impression d'avoir affaire à une soldat médecine comme une autre qui allait y passer dès le premier ou le deuxième épisode. Et franchement je trouve ça plutôt cool qu'on lui rajoute une dimension psychologique sur le regret et sur se demander si ce qu'elle fait c'est le bon choix, etc. Et d'ailleurs pour les cinéphiles de renom, sachez que le coroner est dans cette série. Oui, il y joue un général et plutôt très beau gosse et très charismatique d'ailleurs. Mais bon. Est-ce que l'on est censé attendre pire de la part de celui que l'on appelle le coroner? Le mec a déjà énormément de talent lorsqu'il fait ses autopsies, alors en tant que soldat militaire, on pouvait qu'attendre que ça de mieux. Il y a juste un truc que j'aimerais reprocher, et ça c'est un gros point noir, sans mauvais jeu de mots. Je pense que si vous avez vu la série, vous aurez sûrement remarqué que certains plans et certains extraits sont dans un noir mais total. Je suis obligé d'augmenter la saturation de mon logiciel de montage pour vous faire voir que, putain, les mecs, ils ont baissé la saturation à fond pour qu'on ne voit rien. Les gars, augmentez la luminosité, je sais pas, là, on voit rien, c'est pas ce qu'on est censé distinguer, là. Enfin bref, à part ça, la série est excellente pour sa première saison. Je dis bien pour sa première saison. Je m'attendais pas non plus à un truc de fou, énorme ou quoi que ce soit, mais franchement, commencer une série comme ça, ça peut être que très prometteur. J'attends la suite, en espérant que ce soit de mieux en mieux au fur et à mesure du temps, et en général, je ne sais pas si je peux être déçu ou satisfait de Canal+, puisque c'est littéralement leur première et seule série que j'ai gardée. Bon, si tu mets de côté la série H, mais là on est sur un autre registre, toujours est-il que Sentinelle, avant de le faire propager un peu partout, voyons un petit peu ce que la série va donner avec le temps. Et après, on pourra peut-être faire une propagande, mais pour l'instant, gardons-le à l'œil. On ne sait jamais. Là, je vous avoue que je triche un peu parce qu'on parle pas d'une série, mais d'un film qui est sorti au cinéma. Alors, je suis désolé de vous dire ça, messieurs et mesdames, mais ce film a l'air d'être un film, au premier abord, au vu de la façon dont il a été composé, etc. Sur ce point-là, on est d'accord. Il y a juste un petit problème. C'est des épisodes mis bout à bout, les uns après les autres à la suite, que l'on nous diffuse au cinéma. Donc techniquement, ça reste une série. Et puis, ce film fait suite à une série en cours. Donc, techniquement, qu'on le veuille ou non, pour moi, Kimetsu no Yaiba saison 5, c'est ça, la forteresse de l'infini. Point barre. Je me souviens qu'il y a pas mal de temps de cela, soit l'année dernière, je disais que la saison 4 de Kimetsu no Yaiba était une grosse merde. Je l'avais même mis dans mon flop de l'année pour vous dire, parce que je trouvais cette saison inutile et presque une perte de temps, juste là pour teaser la suite. Et je considérais même Kimetsu no Yaiba pas comme un gâchis non plus, mais juste comme un animé juste à voir vite fait, mais sans plus quoi. Il n'y a pas d'intéressant, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une animation toujours aussi excellente. Mais à ce stade là, c'est plus pour ça en fait que j'attends Kimetsu no Yaiba. On sait que Ufotable sont capables de qualité, mais moi j'attends un animé et une série pour une bonne histoire. Et là, je peux me permettre, messieurs et mesdames, si vous puissiez le permettre, je peux retourner ma veste pour vous dire que oui, Kimetsu no Yaiba m'a enfin surpris. J'ai envie de vous dire, enfin, ça faisait combien de temps que l'on n'a plus eu de la qualité en termes de scénario? 5 ans, 4 ans peut-être? Peut-être 3, si je fadare pas. Alors oui, les combats sont spectaculaires, mais les enjeux, putain, les enjeux, les gars, les enjeux sont poussés au paroxysme et à son extraordinarisme. C'est exceptionnel. La série nous pousse jusqu'à ses derniers retranchements et c'est beau. Là, je suis sous tension. Là, j'ai peur pour les personnages. D'ailleurs, pauvre Shinobu qui a dû énormément souffrir. J'en ai encore des séquelles. Zenitsu, après tout ce temps, j'ai envie de vous dire,
Enfin, ça fait depuis des années que Zenitsu, depuis le début de l'anime, c'est une grosse victime qui pense qu'à pleurnicher, et les seules fois où le mec se prend en faire un sérieux, et bah il est ensommeillé. Putain, mais le mec est complètement frustré. Depuis le temps que j'attends qu'il se bouge le cul, là enfin le mec nous montre ce dont il est capable. Et en plus devant un de ses anciens amis. Mais quel bonheur, mais quel bonheur. Je ne parlerai même pas ici bas du voice actor et du sound design qui est toujours aussi excellent, mais bon. Sans les footables, je pense qu'on a compris. Au bout d'un moment, on sait sur quoi on les attend. Mais même niveau réel, ça reste toujours aussi spectaculaire. Mais là aussi, encore une fois, pas de surprise. C'est Kimetsu no Yaiba. On sait que les mecs sont capables de ça. On sait que les mecs sont capables du grandiose. Et effectivement, on est sur le prime de ce que peut proposer la Japanimation de divertissement. Par contre, les gars, on se calme. Parce que j'en vois certains déjà lui décerner l'Oscar. Faut pas abuser non plus. Hein. J'ai pas envie de lui décerner à lui l'Oscar du meilleur film d'animation. Sachant qu'un film en particulier le mérite amplement. Mais celui-là, on lui parle à la toute fin. Vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, pour commencer les bonnes nouvelles, le combat entre Tanjiro et Akaza était à la hauteur de mes attentes. C'est tout ce que je voulais voir. Et l'émotion était tellement poussée vers la fin que je rigole pas. À 2 sièges de moi, enfin 2 sièges à gauche de moi, il y avait un couple qui se tenait comme ça, un couple de meufs, dont l'une d'entre elles avait carrément les larmes aux yeux lorsqu'elle avait vu les flashbacks d'Akaza avant que, bon, je vais pas trop vous spoiler non plus, c'est pas le but. Mais pour vous dire, c'était tout ce que j'attendais du Kimetsu no Yaiba que j'attends depuis beaucoup trop longtemps. Que l'histoire puisse être un peu plus poussée au maximum. Et si ça en arrive au point de faire pleurer 2-3 personnes à côté de moi, et bah c'est que vous avez réussi votre pari les gars. Et même moi j'ai été touché par cette histoire, franchement chapeau. Et la mauvaise nouvelle, on y vient justement à ce format série et film qui fait tant débat ces derniers temps sur Twitter. C'est trop long. Non, non, vraiment, je vous assure, un de mes profs de VFX où je fais ma formation de montage vidéo a comparé ça à un stade d'Olivier Tom, tellement c'était long. Je sais que le film du 2h30, ça, bien sûr, je viens de l'apprendre en sortant de la salle, hein, c'est moi qui ai été con, je l'avoue. Mais même, un film qui te fait comprendre qu'il est long et qui te fait voir ta montre et qui surtout te remplit encore plus la vessie que t'as envie de vider dans les chiottes. Ah putain les gars, je vous assure, c'est pas très agréable. Hein. Mais du coup, est-ce qu'à mes yeux, Kimetsu no Yaiba est le meilleur animé de cette année? Non. C'est même pas le meilleur animé de la décennie, parce qu'il faut pas oublier tout le ventre mou qu'on s'est tapé depuis la saison 3. J'en ai encore des séquelles, hein, si vous voulez, j'en ai fait toute une série de vidéos pour ceux qui veulent voir. Bah franchement, pour le coup, à part ça, ça fait du bien d'avoir enfin un peu plus de qualité scénaristique de la part de Kimetsu no Yaiba. Tout ce que j'attendais. Du coup, j'attends la suite qui sortira sûrement l'année prochaine. Et je débattrai forcément ça en série animée. Parce que non les gars, vous n'allez pas me faire croire que tout ça, c'est un film. C'est une compilation d'épisodes plus qu'un film en question. D'où sa place dans le top des séries de l'année. J'ai failli mettre un autre animé, mais ça s'est mal fini, hein. Regardez malheureusement ce petit résultat de merde. Puis ensuite, j'ai vu que Bloom traînait sur Netflix et que c'était un programme très très aimé alors qu'il est sorti que cette année. Donc du coup, je me suis dit, bon, il reste encore ce petit trou là sur le top de l'année, donc du coup, autant peut-être le rajouter, qui sait. Et très honnêtement, j'ai été plutôt agréablement surpris de ce que je viens de voir. Bloom nous raconte l'histoire de 2 personnes, dont l'un qui vit dans un lycée qui s'appelle Shidori. On attend toujours aussi le lycée qui s'appelle Rasengan. Je voulais faire cette blague, mais vas-y, vu que c'est nul là. Et on a un autre lycée juste à côté qui... Putain, j'ai oublié le nom là, déjà, c'est quoi le nom d'anime? Putain, j'ai du mal avec les noms en ce moment, je suis fatigué. En gros, vous l'avez compris, ces 2 personnes sont séparées de ces 2 écoles. L'un étant, bon, un peu pourrave, avec que des hommes, que des massus, que des KRA de la street et tout ça. Et de l'autre côté, t'as un lycée un peu plus distingué, un peu plus rose bonbon, avec des meufs, etc. Bref, je vous fais pas un dessin, c'est vraiment un combat, les gars contre les filles. Et c'est les filles qui sont plus distinguées, mieux maquillées, etc. À côté des hommes bien sales, dégueulasses, qui traînent en bas de la cité des queues, genre fumer de la beuh et des joints. Et ouais, c'est nous les mecs de cité. Et au milieu de tout ça, t'as 2 personnages, ces 2 personnages que je vous ai cités au début, qui vont se rencontrer comme de par hasard et qui découvriront que plus tard qu'en réalité, ils sont tous les deux issus de 2 écoles qui se détestent et vont donc apprendre à s'aimer petit à petit et à de plus en plus s'accepter en même temps que leurs amis tout autour. Alors ouais, je vous fais pas un dessin, on est entre une fusion de l'amour ouf et Roméo et Juliette, hein, en termes d'histoire. Mais vous savez, comme dit le proverbe, les plus belles histoires sont souvent inspirées des meilleures histoires. Donc techniquement, on pourrait peut-être avoir une belle histoire comme celle-ci, hein.
Et effectivement, s'il est dans le top de l'année, et bah c'est que il a réussi son pari. Bon déjà, regardez-moi cette animation, comment c'est beau. Regardez-moi à quel point c'est magnifique. Même les openings dégagent quelque chose, dégagent une beauté incroyable. Parce que ouais les gars, j'ai un scoop pour vous. C'est pas parce que votre animé aura des effets pyrotechniques, des explosions de partout, avec des gunface ultra dynamiques, etc., que ça voudra dire que ce sera forcément beau. Des fois, la simplicité de simples images comme celle-ci peut faire paraître votre animé comme beau et magnifique. Et ouais, je dis ça parce que malheureusement, les animés qu'on kiffe le plus, c'est souvent des animés de combat. Voilà. Exemple, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia. C'est bon, on a compris les gars. Et Bloom m'a fait rappeler ça au travers de son animation, que on peut être beau sans pour autant faire des combats de partout. On peut être beau sans avoir de super pouvoirs. Et ce n'est pas pour rien que c'est aussi beau, puisque quand même c'est Cloverbox qui a fait cet animé. Et si vous connaissez pas Cloverbox, sachez que c'est eux qui ont fait le film Spy X Family Code White. Bon, j'ai pas vu ce film-là non plus, mais bon, on va faire comme si, hein, je suis en train de lire en ce moment. Mais ils ont aussi fait des films, enfin des séries et des films avec des noms longs, genre Raska, Do Not Dream of Snappat Kids. Plus long la prochaine fois les noms, les gars. Et sinon, à part ça, c'est comment le reste? Et non loin de me faire passer pour un gros con aux yeux de mon propre public et surtout des fans d'otaku, enfin des fans de manga, qui doivent certainement se dire derrière cette vidéo: putain, mais vas-y, comment ça toi tu regardes des shoujo à ton âge, toi qui as un homme musclé, mal alpha et tout ça, tous regarder des trucs de filles. T'as pas compris que les trucs de filles c'est des trucs de connes, les filles sont connes forcément, alors que nous les hommes, les mal alpha, on est intelligents autant du corps que du cerveau, puisque nous on regarde des trucs d'animés de combat, et les combats c'est ce qu'il y a plus de moi, tu vois ça, je le sais, moi je suis intelligent. Putain, c'est immonde. J'ai un peu surjoué là, j'avoue, mais c'est la fatigue. Ça. Justement, les personnages sont mieux écrits dans cet animé que n'importe quel animé de combat. Et encore, je dis ça parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu d'animé de combat d'ailleurs. Parce que là, on perd pas son temps sur des intrigues ou sur un lore ou quoi que ce soit. Non, là on développe les personnages. Exemple, le personnage principal qui lui se considère comme un mec normal, alors que aux yeux des autres il fait un peu peur et il croit qu'il est capable de toutes les misères possibles, etc. À côté t'as une fille complètement douce, mignonne, qui demande rien à personne ou quoi que ce soit et qui tombe comme par hasard sur cette même personne. Et ces deux-là forment une alchimie très sympathique entre les deux. Au point que quand t'apprends qu'ils ne sont même pas issus de la même école, soit de deux écoles en plus de ça qui se détestent, t'as presque l'envie de te demander exactement s'ils vont finir tous les deux ensemble. Et lorsque les autres amis autour d'eux se joignent à eux dans un seul et même groupe au fil des épisodes, et tu te demandes exactement comment est-ce que ces deux groupes-là précisément, groupe de mecs et groupe de meufs, vont finir par s'entendre au sein de ce milieu. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu vas de plus en plus apprendre leur personnalité, de plus en plus apprendre qui est qui, et de plus en plus t'attacher envers les personnages. Et ça c'est beaucoup plus beau que tous les animés qui sortent cette année. Et dire que ça c'est moins bien parce qu'il n'y a pas de combat ou quoi que ce soit, les gars, c'est l'hôpital qui soude la charité en fait. Tout simplement. Parce que des fois, avoir des personnages bien écrits qui font bien avancer l'histoire est 1000 fois plus intéressant que de voir deux personnages se bagarrer entre eux pour savoir exactement quel idéal est-ce qui va gagner dans un monde médiocre ou une connerie dans le genre. Et puis c'est pas parce que vous aimez un truc, ça voudra forcément dire que c'est le meilleur truc au monde. Ça voudra juste dire que l'on n'a pas les mêmes goûts. Tout simplement. Tout simplement parce que cette liste, elle est subjective. Voilà. Tout simplement. J'ai le droit d'aimer un animé plus qu'un autre. Comme Bloom, j'ai le droit de plus l'aimer qu'un Kimetsu no Yaiba. Je mets Bloom plus au-dessus qu'un My Hero Academia. Parce qu'aux dernières nouvelles, My Hero Academia, lui, il m'a trahi à la dernière seconde. Pas Bloom. Bon, je dis ça alors que je n'ai même pas encore fini l'animé. Il me reste 3 épisodes à regarder et je kiffe déjà. Hâte de voir la suite. Même si bon, comment dire que Netflix, ouais, c'est à Netflix le boudin. Donc on va voir comment ils vont gérer ça, mais on sait comment ça se passe quand Netflix gère des animés, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est quoi pour vous la meilleure série de la décennie? Stranger Things? Squid Game? Vous êtes naïfs les gars. Alien Earth? WandaVision? The Boys? Invincible peut-être? Rings of the Power pour les plus fous? Eh bien non, messieurs et mesdames, ce n'est aucun de ceux-là. Vous avez regardé toutes les plus grosses entreprises au monde sans vous rendre compte que dans l'ombre se cache une petite boîte de streaming qui, elle, mise plus sur la qualité que sur la quantité. Je vous présente Severance, à mes yeux, la meilleure série de la décennie alors qu'il n'y a que 2 saisons pour l'instant. Cette série déjà a une esthétique incroyable, un thème au piano qui t'hypnotise et te maintient presque en captivité au sein
de son environnement. Les acteurs sont toutes et tous extraordinaires, il n'y en a pas un seul que je peux jeter tellement ils sont tous bons. Ce cadre professionnel et ce monde du travail te t'effraie de plus en plus au fur et à mesure que tu essaies d'en savoir encore plus à ce sujet et c'est captivant. En fait c'est simple, si la série réussit sur un point, c'est sur l'atmosphère qu'il est capable de te dégager. C'est pesant, c'est presque effrayant, t'as presque pas envie de te mettre à la place des personnages, mais un peu quand même pour savoir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Et à chaque fois que tu croises une nouvelle chose, et tu te demandes exactement vers où est-ce que ça va mener. À chaque fois qu'un personnage essaie de se découvrir lui-même son propre passé parce qu'il a été amnésique à cause de la sevrance, en gros cette espèce de substance qui te fait oublier qui tu es, qui te transforme en machine à travailler dans le monde du travail. Enfin bref, cette série, elle est presque parfaite dans son ensemble. Ultra captivante, les personnages sont tous intéressants, la réalisation est incroyable, la musique t'enfonce dans une atmosphère et continue de t'y enfoncer encore plus en y rajoutant sa couche. Vu que les acteurs y croient et qu'ils font en sorte que leurs personnages puissent y croire, et ça fait que nous aussi, spectateurs, on est capable d'y croire et donc de se sentir encore plus immersifiés dans l'ambiance de la série. En gros, pour vous traduire, le nom de code de sevrance, ça serait bienvenue dans notre atmosphère, on vous enfonce encore plus dans cette atmosphère pour vous faire croire que notre monde existe bel et bien. Je vous souhaite à toutes et tous bravo Apple TV+. Merci Ben Stiller d'avoir créé cette série, parce que sans toi, on ne l'aurait pas eu. Alors en soi, je reste d'accord avec vous, il reste encore trop tôt pour dire si la série restera excellente tout du long, il n'y a que 2 saisons après tout, mais bon, on va attendre, on va voir ce que va donner cette série tout du long, même si à mes yeux, je reste très confiant sur ce qu'ils peuvent nous proposer, parce que bon, avoir Netflix, Apple TV+, et Disney+, en guise de plateforme de streaming, c'est pas le plus ouf et pas le plus dingue. Et quand je vois ce que propose HBO à côté, putain, j'avais confiance en vous les gars, mais au fur et à mesure que vous sortez des séries, vous me faites perdre en intérêt. Des fois, je pense à Guillaume Canet, qui doit voir cette série et se dire « Ah d'accord ! Ah, c'est pour ça que les gens, ils aiment. C'est parce qu'il y a Alain Chabat dedans. » D'accord. Bon, je résume les très très grossièrement, mais disons qu'en gros, j'ai l'impression que Alain Chabat, il a vu le dernier film Astérix et il s'est dit « Bon, visiblement, les mecs, ils n'ont pas compris comment est-ce qu'on fait un bon film Astérix. Je vais montrer comment est-ce qu'on fait, mais en mini-série. » Ah non, le mec, il a pas le temps. Bon, en vrai, je m'invente des fanfictions, même si on sait toutes et tous que quand Alain Chabat, il a eu cette idée, regardez ce film-là. Ah putain, mais ça, c'est tellement bien. C'est la dernière tarte dans la tronche que j'ai prise, c'est ça. Moi, franchement, alors ça, j'ai trouvé ça mais incroyable. Je trouve que c'est en plus hyper bien joué, alors qu'on est quand même dans un film d'animation. Et ça joue super bien, quoi. Astérix et Obélix, le combat des chefs, fait par Netflix, qui plus est à mes yeux, la meilleure version d'Astérix qui m'a été proposée depuis les 12 travaux d'Astérix. Même si bon, les 12 travaux restent encore au-dessus, mais c'est une dinguerie d'en être arrivé après, à peine à son niveau. Dans cette série, tout est parfait. L'animation est parfaite, les personnages sont parfaits, l'interprétation et le doublage sont parfaits. Les enjeux sont très bien poussés et ont réussi à être poussés au paroxysme. Alors que putain, cette série, Astérix de base, on sait toutes et tous comment ça se termine, on sait toutes et tous comment ça se passe. Et non, Alain Chabat, lui, il renouvelle la formule. Il nous fait encore plus avoir peur pour les personnages. Et qu'est-ce que c'est captivant! Qu'est-ce que t'as peur pour les personnages? Tu es tellement attaché tout du long, t'as tellement été amusé par tout ce que tu viens de voir, t'as tellement l'impression d'avoir affaire à un enfant tout du long qui s'amuse avec ses propres jouets lorsqu'il utilise des jouets Astérix, etc. Mais qui sait raconter son histoire avec maîtrise et avec bienveillance. Tu vois, Guillaume Canet, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir une histoire dans ton film. Pas des gags qui se renouvellent toutes les 30 secondes. Et surtout sortis du cul. Il y a 2 ans, je faisais dire au directeur de la Banque du Mal que le plus grand talent maintenant se trouvait auprès des jeunes talents. J'ai l'impression que Alain Chabat, lui, il a voulu faire comprendre que bon, ok, mon temps est un peu passé, mais laissez-moi encore m'amuser un petit peu, tu vois, avant de passer le flambeau à la nouvelle génération. Et ça fait du bien de voir quelqu'un comme lui, encore en profiter. C'est vrai qu'on a encore besoin de gens de talent comme lui pour nous montrer comment est-ce qu'on peut faire de bons films, surtout de la part d'Astérix, à une époque où les gens, ils avaient toutes et tous perdu espoir. Et quelle idée de génie aussi de donner un passé à Astérix et Obélix. C'est vrai que moi, perso, je n'y avais jamais pensé, je me suis toujours dit que Astérix et Obélix c'était juste 2 personnages comme ça dont l'un d'entre eux était petit mais intelligent et dont l'autre était fort et qui avait du corps. Mais leur donner un flashback, un passé et surtout
une personnalité à chacun et surtout une histoire entre les deux qui puisse être poussée jusqu'au bout tout au long de la série jusqu'au 5e épisode. Parce que oui, la série est très très courte et se regarde en 1h30 à peine. C'est tellement c'est une série qui rend accro en fait. J'ai beau l'avoir vu des centaines de fois, bon, je fadard pas des centaines de fois non plus, mais rien que d'y penser, j'ai encore envie de le revoir. Rien en plus de ça que pour la musique du monde des Romains quoi. C'est un monde romain. Putain, mais YouTube, tu casses les couilles. Alors oui, je sais, ça vous fait chier d'avoir ce genre de musique dans la tête, mais je préfère encore avoir ça dans la tête plutôt qu'avoir encore la musique de Chicken Chicken de Jack Black. Hein. Bref, cette série est un full perfection. Y a rien à dire, tout est parfait. J'essaie de trouver des défauts, t'as vu, hein. Peut-être par exemple, bon, le rythme un peu trop court. J'aurais juste aimé que ça dure encore un peu, peut-être. Mais c'est des défauts mineurs, tu vois. Des défauts qui gêneraient même pas. Cette série est une perfection. Limite, une leçon de ce qu'auraient dû faire tous les films Astérix précédemment. Et encore, on est reparti pour un tour. Et en plus, c'est sûrement Astérix préféré. J'espère que t'as vu cette série pour te rendre compte de ce que tu dois faire pour faire un bon film. Même si je n'y crois pas une seule seconde vu la gueule du réal. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais si c'est pas le cas, je vais te défoncer, hein, tout simplement. Bon, je pense que maintenant vous avez toutes et tous le droit de savoir. Pourquoi est-ce que je trouve que cette année était particulièrement à chier? Les films que l'on nous a proposés, mais surtout, vous. Ouais, vous aussi vous êtes inclus dans l'équation. Soyons honnêtes et d'accord 2 secondes. Oui, les studios ne savent pas proposer de l'originalité, à toujours vouloir proposer des suites, des remakes, des reboots, etc. Oui, ça on le sait, hein, on est toutes et tous d'accord pour dire que les studios cassent les couilles à ne pas être original. Mais, de l'autre côté, qui va aller voir ces films? Et oui, on a le droit de se poser la question. Si des films comme Minecraft le film par exemple ont tapé le $1 milliard au box-office mondial, c'est la faute à qui? C'est qui est allé voir le film Minecraft? C'est pas les studios, hein. S'il y a des gens qui sont allés voir des films aussi minables que Jurassic World Rebirth, Lilo et Stitch ou Dragon, c'est qui? C'est les studios ou les fans? En tout cas, les gens qui aimaient les films originaux de base. Parce que oui, vous avez le droit de reprocher aux studios ou à n'importe lequel de dire que certains studios ou certains artistes font de la merde et que le cinéma n'arrive plus à proposer de la qualité depuis des années. Ça, je suis d'accord. Mais faut pas oublier que, malgré tout, ça vous empêche pas d'aller voir ces films quand même. Hein. Et c'est qui se font les poches avec ça? Exactement. Ce sont les studios. Il y a que les studios qui se mettent bien les poches, bien nos as, bien nos fraises, pour pouvoir se mettre à l'aise et se dire on a réussi à regarder ce film et c'est grâce de vous. Ou plutôt à cause à vous. Et à cause de ça, vous n'êtes pas assez curieux. Ou alors bon, certains d'entre vous n'ont pas le temps ou surtout ni même l'argent, hein, puisque je sais que les places de cinéma, ça devient de plus en plus cher, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sûrement. Mais il faut pas oublier une chose, si les studios ils continuent de faire ces suites et remakes, c'est parce qu'ils croient que c'est ce que vous aimez voir et revoir encore et encore. Même l'un des directeurs des studios Pixar l'a parfaitement compris. Il croit que ce que vous aimez voir, c'est que des suites. Preuve en est, cette année, le film Elio, film sympathique ou médiocre, ça dépend. Moi-même, je suis mitigé, hein. Mais bon, ça, j'en ai fait tout un avis, donc je vais pas revenir là-dessus. Ce film ne méritait pas un tel flop, en fait. Le film était pas destiné à cela. Limite, j'aurais aimé qu'il ait un minimum de succès. Mais ça va encore plus pousser Pixar et donc Disney et donc toutes les autres entreprises derrière à vouloir proposer des films qui ne sont pas originaux parce que les studios croient que ce genre de film, ça ne vous intéresse pas. Et ça, c'est parce que vous n'êtes pas curieux. À certains égards près, bien sûr, je fais pas des généralités, hein, mais vous allez voir que sur cette liste, vous allez voir, il y a des pépites qui sont ressorties. Je vais pas vous dire lesquelles encore, de toute façon, je vais vous le dire. Et c'est pour ça, avant tout, que je fais cette vidéo. Pour que vous puissiez, enfin en tout cas pour que je puisse vous dire qu'il faut que vous soyez curieux, que vous alliez voir d'autres films que ceux que vous avez l'habitude de voir. Et vous allez voir qu'on commence, bon, pas avec celui qui semble le plus inconnu de tous, hein, forcément il a fait énormément de bruit à sa sortie, même si pas beaucoup à mes yeux, mais ça, on va vite voir pourquoi. J'ai toujours adoré Superman. Preuve en est, j'ai 3 grosses vidéos qui sont sorties et c'est de loin les vidéos que j'ai le plus aimé bosser sur ma chaîne. Triste de se dire qu'ils ont bien flop ces morts, ceux qui
me plonge dans une profonde dépression. Donc s'il vous plaît, hein, allez me voir ces 3 vidéos tout de même. Superman. Ah, le film qui a bien fait parler de lui. Je crois même que c'est le film qui a le plus fait parler sur cette année. Et c'est pas pour rien non plus. Entre les gens qui considèrent que ce film Superman n'est pas un bon Superman parce que c'est pas leur Superman pour certains, avec d'autres gens qui considèrent que ce film se moque de l'immigration Trump et de conflits israélo-palestiniens, ou alors entre des gens qui considèrent que ce film est un chef-d'œuvre et le film de super-héros parfait, alors que ces gens-là, c'est souvent ceux qui ont vu que 3 films de super-héros dans leur vie. Le tout pour qu'ils comptabilisent que seulement 600 millions de dollars. Et autant dire c'est pas mal pour un film comme celui-là, mais c'est pas beaucoup. Mais bon, je vais pas relancer des débats qui ont déjà été clos il y a un moment. Autant en sortant de la salle, j'étais plutôt enjoué de ce que j'ai vu, malgré que j'avais des réserves. Mais plus le temps passe, plus je pense à certains de ses défauts, moins je change d'avis quand même, et plus je me dis... Ah, c'est vrai que franchement, ça fait un peu peur pour la suite. On a eu un premier film vraiment très bon, hein, et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un film qui était fait pour lancer un univers cinématographique. Il n'était pas fait pour réussir tout à la perfection. Seulement, il y a beaucoup trop de choses qui fait que ça pourrait handicaper le reste de cet univers cinématographique pour de bon. À savoir, bon déjà, comme ça a été dit à plusieurs reprises, Superman qui n'est pas très débrouillard et n'arrive pas à se débrouiller tout seul, puisqu'il est obligé d'avoir d'autres super-héros derrière, et forcément, avoir la Justice Gang avec lui, bon ça aide pas forcément, hein, c'est un film estampillé Superman, donc c'est pas nécessaire d'avoir d'autres super-héros autour de lui. Le fait qu'il introduise beaucoup trop de choses, même si bon, c'est justifié par le texte du début, par le fait que l'on est déjà dans un monde de méta-humains, mais malgré tout, ça ne pardonne pas le fait qu'il y a beaucoup trop de contenu pour un seul film aussi court. À titre de comparaison, Man of Steel est certes plus long, mais il a suffisamment pu prendre le temps de développer son personnage et son univers. Là, on est censé être dans un film qui lance tout un univers cinématographique à l'image de Man of Steel, il est beaucoup plus court et il est censé introduire encore plus de choses que le Superman de Zack Snyder. Et ça c'est problématique. Et aussi, il y a un point sur lequel beaucoup de gens n'ont pas parlé, c'est le manichéisme qui me paraît un peu étrange dans ce film. D'un côté, t'as des gentils et des méchants, chacun dans leur coin, mais de l'autre, t'as plus l'impression que du côté des gentils, c'est un peu plus nuancé, on se demande exactement qui sont les gentils et qui sont les méchants, mais en même temps, avec ce manichéisme qui est un peu déconstruit via le fait qu'on ne sait plus qui arrive à être un ennemi, un allié ou quoi que ce soit, notamment Lex Luthor qui se montre un petit peu comme le méchant d'histoire, mais qui au final a de bonnes raisons d'en vouloir à Superman et de le considérer comme un ennemi, mais Superman lui-même sait qu'il fait de mauvaises choses ou quoi, enfin... Tu vois, c'est un peu ça le problème, on n'arrive pas à savoir si le film se veut manichéiste ou beaucoup plus nuancé. Mais en dehors de ça, je maintiens tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et aussi dans cette vidéo. Ce Superman un peu naïf fait pour apprendre par lui-même et surtout devenir un grand super-héros pour l'avenir, ça à mes yeux c'est une excellente idée. Parce que plutôt que de suivre un Superman déjà fort dès le début qui est capable de tout faire, on a affaire à un Superman qui apprend par lui-même et qui essaie de vivre dans un monde beaucoup plus sombre que son propre cœur ne l'est. Putain, c'est beau ce que je viens de dire là, n'empêche, faudrait que je la ressorte un jour. La relation entre Superman et Lois marche tellement bien et montre une belle alchimie entre les deux, en tout cas plus que ces deux-là dans l'univers Snyder. Effet extrêmement rare, surtout pour cette année, les effets visuels sont très efficaces pour la plupart. Bon, ça n'empêche pas que j'aurai quand même quelques réserves sur certains plans, mais ce plan il s'est fait critiquer, osez me dire en quoi est-ce qu'il est moche, putain. Rien ne fait dire que c'est moche et que c'est nul. Au contraire, c'est le plan le plus beau de tout le film. Comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire que ce plan est moche, sérieux? Les musiques, j'étais un peu mitigé au début, mais bon, comme j'avais précisé au montage, oui, les musiques sont toutes et tous bonnes. En fait, plus je les réécoute, plus je me les fais écouter dans ma propre tête, et plus je les utilise à nouveau au montage dans cette vidéo, plus je les kiffe de plus en plus, et ça donne une vraie identité au film, et rend la bande son que plus mémorable. Et il y a un truc que j'aimerais rajouter à la fin de ce débat-là, puisque j'ai oublié de préciser. Alors, je sais qu'il y a des gens qui viennent dire que ce film, c'est un peu le nouveau Batman et Robin du DC Universe. Sauf que ce Batman et Robin, on l'avait pas déjà eu avant. Parce que ça, voyez-vous, ça a toujours été le cycle de Marvel DC, fut-il un temps. Au début, ils se prennent au sérieux, puis petit à petit, les gens, ils aiment de moins en moins. Et donc, pour que Warner et DC leur fassent plaisir, ils tournent quelque chose un peu plus au ridicule et un peu plus au comique. Et forcément, ça déplaît encore plus à tout le monde. Ce qui, du coup, fait convaincre à Warner de rebooter et de recommencer à zéro pour à nouveau proposer quelque chose de sombre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour le Snyderverse, c'était exactement ça. On a eu un côté un peu sérieux et sombre qui plaisait à pas mal de gens, sauf que ça n'a pas plu à tout le monde, et du coup ils ont décidé de tourner un peu plus ça en ridicule petit à petit, pour vraiment tourner sur le vraiment ridicule, et après ça tout rebooter pour recommencer à zéro et partir sur de nouvelles bases.
Et j'ai l'impression qu'on revient un petit peu ça ces derniers temps. Donc non mon cher monsieur Zelio, ce film-là n'est pas le nouveau Batman et Robin. Je le considère plus comme le nouveau Batman Begins de l'année Superman 2025. Parce que Batman Begins, qu'on le veuille ou non, c'était pas le meilleur film de Christopher Nolan non plus. Mais il était là pour poser de bonnes bases, tout ça pour que par la suite l'on ait du chef-d'œuvresque et du classique, même encore aujourd'hui. Et je pense pas que ça arrivera pour Superman non plus, hein, au vu de ce que James Gunn est encore en train de faire, mais bon, ça on en parlera quand sortira Man of Tomorrow. Mais on n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, profitons encore de ce qui nous est offert et on en parlera après. Et maintenant, nous allons proposer cette fois-ci le banger de l'année. Où là, cette fois-ci, là, les fans sont un peu plus réunis pour dire que oui, ce film, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, à mes yeux, ça reste un banger et c'est amplement suffisant. Signers de Ryan Coogler. Franchement, qu'est-ce que j'ai kiffé en regardant ce film au ciné, sérieux. Bon, déjà, faut savoir une chose, je suis très friand de la culture afro-américaine, que ce soit autour du hip-hop, du jazz et du rap. À mes yeux, lorsque tu m'enfonces dans ce genre d'ambiance, je suis dedans automatiquement. Parce que c'est dans le genre de culture que j'ai baigné toute ma vie. Le tout symbolisé par la culture blanche qui souhaite s'accaparer presque tout et n'importe quoi. Je rappelle que le film se passe dans les années 30, donc c'est pour ça qu'il tient ce genre de thématique. Avec d'un côté la culture afro-américaine qui souhaite vivre leur propre vie et pouvoir étendre leur propre culture et leur propre savoir-faire autour d'eux sans avoir demandé l'aide de qui que ce soit. Avec de l'autre côté les blancs qui souhaitent un petit peu s'accaparer cette même culture parce que ça les intéresse et ils sont trop cupides et surtout trop curieux. D'où la symbolique du vampire. Ouais, ça peut paraître un peu, très peu subtil, hein, mais c'est vrai que quand tu le vois comme ça te saute aux yeux. Et c'est d'ailleurs ça qui a valu à ce film d'être un soi-disant film anti-blanc et raciste anti-blanc. Je déteste ce genre de terme, si vous saviez à quel point. Parce que très concrètement, il faut pas être ingénieur à la NASA pour savoir exactement quel est le message du film. Le véritable message du film, c'est que tout ce que font les Noirs, c'est avoir à vivre leur propre culture sans demander l'aide de qui que ce soit. Et c'est juste certaines personnes blanches qui viennent pour venir les faire chier. Et le simple fait que les Blancs soient rejetés de cette soirée, ça montre que il y a un côté un petit peu communautarisme envers les personnes noires. Comme si on voulait nous montrer que même les Noirs, eux, ont leur propre part d'imperfection. Et c'est ça que nous raconte précisément le film. C'est que, qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, rejeter les autres n'est pas forcément la solution. Bien que, un peu parfois, mais c'est pas en s'isolant chacun de notre côté, en tombant sur le piège des noirs et des blancs, que ça voudra forcément arranger les choses. Ce que nous dit le film, c'est ne vous laissez pas tenter par les péchés. D'où le nom, Signers. Voilà. Aussi con que intelligent. Et résultat des courses, le film a fait un très beau score. Franchement, 300 millions de dollars pour un budget de 90 millions et encore sans budget marketing énorme. Hein. Enfin, je sais qu'il y a eu un budget marketing dedans, mais il n'a pas été aussi énorme comparé à Minecraft qui sortait 2 semaines plus tôt et qui lui, bon, il a malheureusement tout raflé, hein, surtout vu de la merde que ce film est. Et ça montre une chose, on a envie encore de voir des films originaux comme ça. Même s'ils performeront moins que les gros blockbusters actuels, tout nul à chier, tout queuge et sans aucune originalité, on s'en fout. Ils sont pas faits pour perdurer dans le temps, ces films-là. Et puis à la longue, quoi qu'il arrive, le box-office, on en aura rien à foutre à la fin. Quelqu'un en a-t-il quelque chose à foutre de savoir que Jurassic World Dominion a rapporté milliards de dollars au box-office mondial, lui aussi? Exactement. Tout le monde s'en fout. Donc quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir combien est-ce qu'un film rapporte au box-office? Ce qui va intéresser les fans, c'est savoir si le film est bon ou pas et ce qui va nous pousser à le voir. Et ben pour Signers, ça a marché. Et tant mieux. Restons encore sur de la musique, mais cette fois-ci sur de la musique beaucoup plus moderne. Peut-être même futuriste. Mais bon. Je m'avance peut-être encore un peu, on verra ce que ça donnera par la suite. Contrairement au jazz, au rap ou au hip-hop, la K-pop, à mes yeux, ne représente pas grand-chose pour moi. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Non, plus sérieusement, je me souviens de l'époque où je traînais au lycée, il y avait des potes autour de moi qui aimaient le mouvement de la K-pop. Et en même temps, ça peut plus ou moins se comprendre. Du moins pour certains. Bon, pour celles et ceux qui sont vraiment ignares et qui vivent dans une grotte, même si bon, je pense que cette expression est un peu décédée depuis un long moment, la K-pop est inspirée de la pop, tout le nom, sauf qu'elle est coréenne, hein, au cas où vous ne sauriez pas. Et en gros, pour faire simple, c'est un mouvement de musique assez pop dans le style coréen, dans lequel on va suivre des groupes de personnes, soit masculins, soit féminins, qui dansent devant des caméras en faisant des chansons tout aussi différentes les unes des autres. Voilà, un style de musique
vraiment très à part. Et moi perso pour ma part j'ai jamais vraiment aimé le délire de la K-pop. Alors je capte le délire, hein, le fait de danser, de chanter des chansons qu'on aime bien, tout ça, etc., etc. Le fait que ça génère des millions, voire même des milliards de streams quand je vois certains vues de certains groupes de K-pop. Mais comment vous dire que moi, c'est plus l'industrie qui me dégoûte en tant que telle. Comme par exemple le fait de pousser des personnes jusqu'à la souffrance, tout ça pour procurer du plaisir au spectateur qu'il a devant lui. Utiliser des stars jusqu'à de véritables objets au point que certains se suicident littéralement en live devant leurs propres fans. Enfin bref, désolé les gars, mais moi cette vision-là de la culture K-popienne, moi ça ne m'attire pas du tout. Mais alors là, mais vraiment du tout. Donc comment dire que quand j'ai vu K-pop Demon Hunter, enfin... Quand j'ai vu qu'il faisait succès sur Twitter et sur bien d'autres réseaux sociaux, et ben je me suis demandé déjà tout sur ce film et surtout comment ça se fait qu'il perce autant. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre film n'a pas? Qu'est-ce qui fait que ce film perce plus qu'un autre? En plus de ça, Netflix quoi. Est-ce que j'ai bien précisé? Je suis quand même allé voir le film par curiosité, parce que si ça se trouve je me suis dit bon les gens doivent dire de la merde, ou alors si ça se trouve c'est vachement bien, en tout cas aussi bien que ce que les gens disent. Et... bah s'il se retrouve dans le top de l'année, c'est pas pour rien, évidemment que j'ai kiffé ce film. Ce film regroupe parfaitement tout ce que j'aime dans les films, même dans ce que j'aimais dans les films de quand j'étais petit, à savoir le jeune héros qui n'est capable de presque rien, l'envie d'évoluer, qui va rencontrer un groupe de personnes ou d'amis qui vont progresser ensemble, devenir forts ensemble, affronter le mal ensemble, jusqu'à mûrir et évoluer chacun de leur côté pour devenir vraiment les personnes qu'on aime. C'est typique du voyage du héros et du héros au mille un visage que l'on a déjà vu 1000 fois. Mais force est de constater que ça marche autant à l'Antiquité que comme ça marche aujourd'hui. Toujours est-il que la formule, même encore aujourd'hui, elle fonctionne. Niveau animation, bon, je vais pas dire quoi que ce soit de plus puisque c'est beau, c'est magnifique, les couleurs sont pétillantes. Et j'ai oublié de préciser un truc. Ce film est une comédie musicale. Alors, certains d'entre vous doivent pas être très fans des comédies musicales, ce que je peux totalement concevoir, bien sûr. Mais juste ce moment quoi. But something broke. I tried to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat. I tried to smile, I was suffocating though. Vous voyez Disney? C'est à ça que vous devriez ressembler aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est aussi con que ça, mais vrai. Là où Disney se sont perdus en faisant des dessins animés qui n'avaient presque aucun sens, bon, qui pour la plupart ne donnent même pas envie d'être vus, hein, et en témoigne leur chute vertigineuse au box-office du public. L'intelligence de ce film, c'est de prendre une musique tout aussi simple qui développe la nature des deux personnages, leur romance et leur relation, au milieu d'un film qui les remet de plus en plus en question. C'est simple, c'est tout con, et pourtant ça marche et c'est efficace. Et le pire, c'est qu'il utilise un style de musique qui a une mouvance sur les réseaux sociaux et même dans le monde. Et c'est ça qui rend le tout d'autant plus efficace. Parce que là où Disney utilise des styles de musique quasiment aléatoires pour se démarquer, le tout en prônant la diversité et la représentation culturelle du monde, K-pop Demon Hunter, il représente juste une partie du monde, une seule partie seulement, et il expose la simplicité les gars. Et d'ailleurs, comment dire que même le titre Golden, je l'ai vu tourner partout là aussi sur les réseaux sociaux, pareil. Sauf que le truc c'est que là, je peux comprendre pourquoi. C'est littéralement le symbole de leur propre réussite. D'ailleurs, c'est aussi dit dans le film, et content de voir que ce parallèle est utilisé là aussi dans ce film en lui-même. Montrer que ces personnages-là, ils ont réussi à se hisser au sommet autant du box-office. Enfin, il n'est pas sorti au cinéma malheureusement, parce que putain, ce film, dites-vous qu'il est resté dans le top 10 encore aujourd'hui. Là, il est sorti cet été. Je ne sais pas comment c'est possible que le film soit encore dans le top 10 des films les plus vus de l'année. Le film a même été nominé à l'Oscar du meilleur film d'animation, et j'imagine dans d'autres catégories, et j'aimerais bien qu'il gagne les autres catégories. Pas la catégorie du meilleur film d'animation de l'année. Parce que, autant je pense qu'il y a des films qui méritent leur chance, mais croyez-moi, il y a un film qui mérite plus que lui. Et vous allez voir plus tard. Là, pour l'instant, on s'attaque au numéro 2. Vous voulez bien ? Comment vous dire que ce film, c'était l'un des films que j'attendais le plus de cette année? Parce que, bon déjà, Guillermo del Toro, aussi con que ça, hein. Mais surtout parce que, putain, Frankenstein quoi. Juste l'un des monstres les plus mythiques de toute l'histoire du cinéma. Bon, si ce n'est peut-être le monstre le plus mythique de toute l'histoire du cinéma, hein.
peut-être. Donc comment vous dire, contre un Guillermo del Toro qui a l'air visiblement au top de sa forme depuis qu'il est racheté par Netflix, puisqu'il nous a fait quand même le remake de Pinocchio, le remake stop motion et pas live action, je précise. En plus de ça, avec Oscar Isaac dans le rôle du Dr Frankenstein, et avec un casting plutôt bien choisi et qui promettait du lourd pour la suite. Franchement, moi je voyais ça, la seule chose que je m'étais dit dans ma tête c'est... Mais ça va être incroyable, moi je veux voir ce film maintenant, je le veux tout de suite, s'il vous plaît monsieur Del Toro, faites-nous gracier. Et je vais être très clair sur ce sujet, ce film, c'est le meilleur film live action de cette décennie. Je ne veux rien entendre. Et n'empêche quand même, je suis sûrement pas le seul à trouver ça bizarre, mais encore un autre programme Netflix sur le top de l'année qui n'est pas trop chapeauté par Netflix, mais qui à chaque fois a toujours un grand artiste derrière lui pour pouvoir mettre en avant son produit. Moi je trouve ça bizarre quand même. Entre Bloom qui est déjà préécrit et qui en plus a un studio qui a déjà fait ses preuves derrière pour pouvoir bien le rendre beau et beau gosse. Entre Astérix, le combat des chefs qui a Alain Chabat derrière à la prod pour veiller à ce que le projet soit bien. Entre K-pop Demon Hunter qui a Sony Pictures Animation, en plus de ça une réalisatrice qui a elle aussi fait ses preuves derrière pour pouvoir au mieux mettre en avant son projet qui en plus paraît raccord avec ses origines et qui plus est maintenant Guillermo del Toro tout simplement sur Netflix. Là on est en train de se demander comment c'est possible que ce soit ces films et séries-là qui sont plus réussis que d'autres programmes Netflix. Vous voulez donc dire que lorsque l'on met un artiste par-dessus derrière qui puisse faire son projet sans que Netflix leur demande quoi que ce soit, et ça donne des bons programmes issus de la plateforme. Mince! Quelle coïncidence! Qui aurait pu croire ça? Ai-je besoin de parler de son esthétique absolument magnifique avec son côté bresson? Ai-je besoin de parler des performances d'acteurs dont je m'attendais exactement à ce qu'ils soient aussi parfaits? Ai-je besoin de m'attarder sur la thématique qu'apporte le film? Ai-je besoin de m'attarder sur les musiques qui sont exceptionnelles? C'est simple, tout ce film est exceptionnel. Aussi simple que ça. Bon, j'avoue, il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu moins ouf, c'est dans la narration, le fait que l'on raconte toute cette histoire en flashback. Et moi je vous avoue, ça j'ai pas été très fan. Ça m'a fait plus sortir du film qu'autre chose et ne m'a pas fait suffisamment profiter de son ambiance. Parce qu'à avoir deux narrateurs en train de te raconter son histoire, chacun de son point de vue d'un côté ou de l'autre. Bon, désolé de vous dire ça les gars, mais... Ah non, ça m'attire pas tant que ça. Mais sur le reste, ça reste impeccable. Et je suis d'ailleurs très heureux de voir que Del Toro n'a pas peur de montrer du sang et de la chair. Là où Netflix sont obligés de censurer à droite à gauche jusqu'à littéralement rendre l'étalonnage tout sombre pour qu'on n'y voit presque rien, histoire que 2-3 gosses de 16 à 17 ans ne soient pas traumatisés. Alors que je sais pas, hein, même un enfant de 12 ans, tu le mets devant, il serait pas si choqué que ça. Sérieux, j'ai vu mercredi, je n'ai pas eu la sensation d'avoir affaire à quelque chose de sanglant et de violent. Au contraire, j'ai eu l'impression que la série limite était en train de se limiter. Donc ouais, quel bonheur d'avoir enfin une série qui a les couilles de montrer du sang. Ça peut paraître aussi con, mais... Putain, Netflix quoi, vous voyez comment est-ce qu'il faut prendre l'exemple. Et la thématique du film arrive à être poussée jusqu'au bout. Le simple fait que le monstre peut être un humain et qu'un être humain peut aussi devenir un monstre est une thématique qui est très forte. Parce que d'un côté, l'être humain crée un monstre, mais ce monstre paraît plus humain que le monstre qui se trouve devant lui. Alors certes, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux de la façon dont je l'ai raconté, mais vous voyez plus ou moins où je veux en venir. La thématique est tellement forte et elle est tellement impactante et surtout tellement bien racontée au travers de la narration et de la réalisation que non seulement ça ne peut que te toucher, mais surtout ça montre que Del Toro, même avant, même maintenant, il a toujours du talent encore aujourd'hui. Et ça, c'est incroyable. Preuve de plus que Netflix, faut juste en tirer les bonnes leçons. Faut juste vous rendre compte que des fois, laisser la place à un réal de vouloir faire à peu près ce qu'il veut, et ça peut vous permettre de faire de grandes choses. D'ailleurs, preuve en est, c'est souvent les projets sur lesquels vous croyez le moins qui percent le plus. Remettez-vous en question à ce sujet-là d'ailleurs, même si bon, je vous réserve une vidéo spécialement pour vous pour ce début d'année prochaine, mais on n'en est pas encore là. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, comme ça au moins vous êtes au courant de ces nouveautés-là. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour être au courant de ces news. Bon, au final, pareil que pour K-pop Demon Hunter, le film n'a pas eu son apparition au cinéma. Et là aussi, je déplore ça comme un véritable scandale. Un film aussi beau et incroyable que lui méritait d'autant plus sa place que... au hasard, un Predator Badlands. Mais bon, Netflix veulent faire leur Netflix et ne veulent absolument pas sortir leur programme au cinéma, alors que même James Cameron dit que ce serait une bonne idée de sortir ses films au cinéma parce que il le mérite tout autant et même le public de base qui ont la flemme de se payer 20 € par mois mérite d'avoir ça. Surtout quand les programmes à côté chez Netflix, ça pue la merde. Avec tout ça, ça aurait pu devenir le meilleur film de l'année. Mais hélas, ce n'est pas le meilleur film de l'année. Car non, il y a eu bien mieux cette année. Et ce film... il a une triste histoire. Comment dire? Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Avant tout, je voudrais d'abord vous poser la question. Quel est, pour vous, le meilleur film de l'année et surtout,
le film dont on ne parle pas assez qui est sorti cette année. Un film que vous avez surkiffé et qui méritait d'autant plus d'avoir de la lumière. Parce que quand on voit les nombreux films qui ont eu de la lumière cette année, bah c'est souvent des films qui sont de la merde, produits par des Américains, produits par des grands studios, des gros studios, des trop gros studios même, voire même des entreprises, à certains moments qui montrent que le seul intérêt qu'ils ont à produire ces films, c'est le capitalisme. Ils ne pensent qu'à l'argent et aux rentrées de revenus que les films en question vont leur apporter, et ce, peu importe la piètre qualité de ce qu'ils proposent. Et comme le public a une confiance aveugle envers ces studios et entreprises, et ben ils vont forcément leur faire confiance sans se rendre compte exactement de ce qu'ils font, parce qu'on aura capitalisé sur ce qu'ils aiment regarder par-dessus tout, plus que ce qu'ils ont besoin. Et donc forcément, leur meilleur film de l'année, ça va forcément être le plus évident et donc le plus populaire. Et comme des gens vont se retrouver autour de ces avis populaires, et ben personne ne se posera la question de savoir qu'est-ce qui serait bon de regarder. Est-ce qu'il serait bon de pas changer de zone de confort? Est-ce que ce serait peut-être mieux de voir un petit peu autre chose dans la vie? Ça serait surtout oublier que, bah, y a pas que les gros studios dans la vie. Vous savez, il peut aussi y avoir de jeunes petites personnes qui peuvent se lancer dans les médias, ou alors bah, juste en proposant quelques petits courts-métrages, et qui peuvent sortir du lot. Ou alors, il y a certains films qu'on prend pas le temps de regarder ou de voir à l'affiche, soit parce qu'ils n'ont pas assez de pub, pas assez de visibilité, et qu'on préfère se consacrer qu'à ce qui est populaire, qu'à ce qui marche, laissant au détriment et à l'oubli ce qui aurait pu être génial. C'est pour ça que plutôt qu'aller aux côtés des États-Unis, encore une fois, et ne serait-ce qu'un petit peu au Japon, dont on voit qu'ils dominent de plus en plus le marché du cinéma, et bah allons quand même du côté de la France. Parce que c'est là-bas que le cinéma a été inventé, donc c'est à eux de montrer qu'ils sont tout aussi capables de proposer de la qualité. Et ça a été le cas cette année. Et ce film, à cause de vous, ou sans que vous vous en rendiez compte, a certes coûté que 24 millions d'euros, mais il n'a pu rapporter que 400 000 entrées. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est rentable, mais vous mets les calculs devant vos yeux pour que vous puissiez vous poser la question de savoir si c'est rentable ou pas. Ce film, c'est un film d'animation, carrément, et son nom, c'est Arco. Je ne pense pas que j'aurais pu choisir mieux. C'était une dinguerie. Classique instantané, une fois que je suis sorti de ma salle de cinéma. Arco nous raconte l'histoire d'un jeune garçon du nom de Arco, d'où le nom du film, hein, qui vit dans un futur extrêmement lointain et souhaite pouvoir voyager dans le temps. Problème, il n'en a pas l'âge pour ça. Et vous connaissez les enfants, s'ils n'ont pas le droit de faire une telle chose, et ben ils vont quand même le faire. Du coup, il va se retrouver à prendre un costume de ses parents pour voyager directement dans le temps, dans un passé un peu plus lointain, soit en 2075. À cette époque, il va y rencontrer une jeune fille qui justement va l'aider à rentrer chez lui, à son époque. Et c'est tout. Non, je vous assure, c'est tout. Dit comme ça a l'air d'être une histoire simple, complètement éclatée, classique, l'on a déjà vu 1001 fois, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous savez, comme dit le proverbe, les plus belles histoires sont souvent inspirées des meilleures histoires. Donc techniquement, on pourrait peut-être avoir une belle histoire comme celle-ci, hein. C'est typique du voyage du héros et du héros mis un visage que l'on a déjà vu 1000 fois. Mais force est de constater que ça marche autant à l'Antiquité que comme ça marche aujourd'hui. Toujours est-il que la formule, même encore aujourd'hui, elle fonctionne. Et dans ce film-là, ça marche. L'histoire arrive déjà à te captiver seulement en quelques lignes et tu sais que tu vas déjà vivre une grande aventure à partir de là. Poussé en plus par une animation que je trouve belle et magnifique. Bien que cet effet 3D peut déranger à un moment, dites-vous un truc. C'est A-Mountain qui s'occupait de l'animation. Et A-Mountain, bah ils n'ont pas d'expérience. C'est le seul film qu'ils aient fait de toute leur carrière. En partant de ce principe-là, dites-vous que ces mecs-là, ce sont des débutants. Imaginez ce qui se passerait si on leur donnait 4 à 5 ans d'expérience à peu près. Vous pensez qu'on irait jusqu'où? Chaque personnage sont tout aussi attachants les uns des autres. Exemple, cette jeune fille qui vit sans ses parents et qui est obligée de se coltiner son robot en tant que babysitter, ainsi que son petit frère encore bébé et qui n'a personne avec qui passer du temps. Cet autre jeune garçon ayant un crush sur elle et voulant l'aider par tous les moyens, mais se voyant déjà à sa place volée, mais faisant quand même tout son possible pour pouvoir l'aider. Les espèces d'inconnus qui sont littéralement un plagiat des inconnus, mais qui arrivent à se à trouver une forme d'inspiration au travers eux sans pour autant leur ressembler, mais qui fait plus penser à la Team Rocket qu'autre chose. Et tout ça pousse à avoir une histoire développée et qui nous captive. Parce que si vos personnages sont bien développés, et ben votre histoire n'en sera que plus captivante. Et ce film en est le parfait exemple
On n'a jamais été aussi investi dans une histoire depuis bien longtemps. En tout cas moi, personnellement parlant. Et si t'ajoutes à ça une bande son musicale stupéfiante et un sound design qui en rajoute encore une couche, et ben c'est simple, t'obtiens le cocktail du meilleur film de l'année sur absolument tous les points. Évidemment, le seul point faible du film, ça serait peut-être le manque d'expérience du studio. Et heureusement que le réalisateur et le deuxième autre studio d'effets spéciaux, ainsi que les doubleurs et tout le reste, est là pour rattraper le coup. Parce que je ne sais pas du tout ce que deviendrait ce film sans ça. Mais ressemblerait plus à un film expérimental qu'autre chose. Et vous voyez, avec tout ça, ce film a été nominé aux Oscars. Et voilà, c'est de ce film dont je parlais en début de vidéo. C'est ce film-là qui mérite de plus gagner un Oscar que tous les autres réunis. Parce que ce film, c'est la preuve que même avec un petit studio, même avec de petites équipes, même avec des gens que l'on ne connaît pas forcément et qui ne sortent vraiment de nulle part de la tête de tout le monde, est capable de faire de meilleurs films que des grosses boîtes de production hollywoodiennes pétées de thunes. T'as pas besoin de te politiser jusqu'à la mort pour vouloir faire croire à ton histoire et vouloir faire des leçons de politique à tout le monde. Juste, tu prends une histoire simple, avec des personnages simples et une animation simple, et t'as le meilleur film de l'année. Rien que pour toutes ces raisons, Arco est le meilleur film de l'année, et il mérite amplement cet Oscar juste pour ça. Juste pour prouver que, même avec de si petites choses, on peut faire de grandes choses. Et normalement, c'est le moment où je suis censé vous dire merci d'avoir regardé à toutes et tous cette vidéo, mais je me suis dit, il y a un film d'animation qui est sorti cette année aussi, et lui, il est un petit peu à part des autres. C'est pour ça que je le mets au numéro 0. À quoi est-ce que vous vous attendiez, les gars? Bien sûr, évidemment que je n'allais pas passer à côté d'un tel événement. C'était l'événement de ce début d'année. S'il y a bien un truc que je revivrai toute ma vie, ce sera bel et bien la fin de Shingeki no Kyojin. Quelle fin spectaculaire, même encore aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai. Certains pourraient me dire que c'est absolument naïf de vouloir aller voir une fin que l'on a déjà vue. Mais justement, c'est peut-être une fin qu'on a déjà vue, mais une fin que l'on diffuse au cinéma, c'est pas rien non plus. Et puis surtout, si ça attire autant les foules, bah faut déjà s'estimer heureux de se dire que ça attire des gens au cinéma. Alors je ne vais pas dire absolument tout ce que j'avais déjà dit au cours d'un moment dans cette vidéo, d'autant plus qu'elle a fait très peu de vues, donc profitez-en si vous avez. Je vais juste faire un petit bref aparté sur la scène post-générique. Que dire de plus à part que c'est génial. D'habitude je suis pas pour les scènes post-génériques, mais là pour le coup, en avoir rajouté une comme ça à la fin, bah franchement ça reste d'autant plus qualitatif. Là on ne fait pas l'erreur juste de vouloir nous confronter à une scène post-générique où on voit nos personnages festoyer, etc. Au contraire, là on montre juste ce que pensent les personnages du futur de ce qui sort aujourd'hui au travers de l'histoire de l'attaque des Titans, et le tout en confrontant ses propres spectateurs comme s'ils brisaient presque le 4e mur. C'est du génie, du grand Isayama comme on connaît tous. Alors oui, je ne mets pas seulement ce film que au numéro 0 uniquement pour ça. Je le mets aussi pour toutes les autres raisons derrière, à savoir la bataille finale qui est exceptionnelle, l'animation qui est exceptionnelle, les personnages qui sont exceptionnels, les enjeux qui sont exceptionnels. En bref, toute cette fin qui était déjà exceptionnelle. Mais j'en ai déjà parlé et je ne ferai que tourner en rond à ce sujet. Ce qu'il faudra retenir de tout ça, c'est que la fin de l'attaque des Titans était exceptionnelle. Et ça, les générations futures ne pourront que s'en souvenir. Et c'est ça le plus important. Et voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo. En espérant que je l'aurai sorti avant la fin d'année, mais au vu de l'heure qu'il est, c'est pas gagné. Parce que là, je dois prendre ce rush là et tout monter dans 6 heures. Allez, c'était Satire, je vous souhaite bonne année malgré tout.